Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Peloton. On va débriefer du Tour de France féminin. On va parler aussi de la Classica San Sebastian, se projeter un petit peu sur le Tour de Pologne. Et avec moi pour parler de tout ça, Clémence Louis et Maxime Jacques, expert cyclisme pour l'ADH. Salut. Salut. Hello. Qu'est-ce qu'on retient de la semaine écoulée? C'est la petite intro habituelle, Clémence. Moi, j'ai envie de retenir le travail de Justine Kekir sur le Tour de France féminin. Elle avait gagné le maillot à poil l'an passé. Ici, elle ne visait pas de maillot, mais elle a fait un travail quand même exceptionnel pour ses deux leaders. On parle de Kim Lecourt et de Sarah Giganté. Elle a poussé Sarah Giganté dans la descente. Elle a aidé Kim Lecourt aussi. Donc, elle a vraiment fait un super Tour de France. Donc, je voulais souligner ça. Ouais, peut-être la super équipière de ce Tour de France féminin. Max, qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, c'est un peu plus les retours au premier plan de deux coureurs. Il y a Maxime Van Gils d'abord, troisième et très intéressant sur la Classica San Sebastian. On sait qu'il ne vit pas une saison spécialement facile et linéaire. Et c'est un peu la même chose, encore un petit peu pire, je vais dire, pour Can Uijtdebroeks, qui avait vraiment vécu une première partie de saison très compliquée. On se souvient que ses problèmes d'engourdissement au niveau des jambes sont revenus à Tirreno Adriatico. Il est revenu à la compétition en avril, ça n'a pas été évident. Il a changé de position sur son vélo, il est tombé à l'entraînement, il a été percuté par une voiture à la fin du mois de juin. Et là, le voir faire un top 10 sur la Classica San Sebastian, c'est quand même très prometteur et on peut envisager une deuxième partie de saison bien plus positive que la première pour Uijtdebroeks. Ouais, même si on sent qu'il n'ose pas trop se projeter encore, il est prudent, mais on peut espérer que ce soit positif. Pour la petite anecdote, j'ai essayé de faire une interview avec lui avant la Classica San Sebastian et il était plutôt du genre à effectivement attendre un petit peu avant de parler, de donner des ambitions pour voir comment il se sentait. Mais voilà, les premiers retours, en tout cas à l'interview d'après-course à la Classica San Sebastian, étaient quand même assez positifs de sa part. Il espère évidemment que ça continuera sur la durée. Voilà. Bon, moi je retiendrai le bon pronostic de Maxime Jacques la semaine passée, qui avait quand même cité Pauline Ferrand-Prévot sur le podium du Tour de France féminin pour sauver un peu les pronostics foireux des autres. On passe au premier débat. Pauline Ferrand-Prévot est-elle la nouvelle reine du cyclisme féminin? Avant ça, le petit quiz. Pauline Ferrand-Prévot, elle a gagné une seule course sur route en carrière en Belgique. C'était laquelle? La Flèche Wallonne. Ouais, j'allais dire Flèche Wallonne aussi. Bonus à celui qui me donne l'année, du coup. 2014. Magnifique, entrée en force pour Clémence. Belle équipe quand même, non? Belle équipe, beau travail d'équipe. Oui, donc ce quiz va aussi amener un peu la suite de la réflexion. C'est que Pauline Ferrand-Prévot, elle a déclaré hier soir à l'équipe qu'elle s'était donné 3 ans pour gagner le Tour de France. Elle l'a réussi dès la première année, donc elle a déjà dans un coin de la tête d'aller chasser d'autres courses sur d'autres terrains. C'est pas sûr et certain qu'on la verra sur le Tour de France l'année prochaine, visiblement, Clémence. C'est pas sûr et certain, mais d'un autre côté, sa maman, elle a dit ce matin, j'ai entendu sur RMC qu'elle allait peut-être tenter le doublé aussi. En fait, elle l'a très bien dit quand elle est arrivée hier, il faut qu'elle prenne le temps d'avaler ce qu'elle vient de faire. Elle a gagné le Tour de France en 1 an, c'était pas du tout prévu. Même après les 2-3 premières étapes, elle disait je pense pas que je vais gagner. Je suis venue ici pour prendre de l'expérience. Ce serait même pas marrant de le gagner sur le premier essai. Qu'est-ce qu'elle va faire l'année prochaine? On sait qu'elle se fixe des objectifs et qu'elle va les réaliser. Là, elle a parlé des championnats du monde pour finir sa carrière. Est-ce qu'elle va faire le doublé sur le Tour? Ça, c'est à voir, mais on ne sait pas vraiment. Après, nouvelle reine du cyclisme, ça me fait un tout petit peu rire quand même parce que ça fait 10 ans qu'elle est là et juste, en fait, elle est tellement polyvalente qu'elle est partout et elle se concentre sur un truc à la fois, mais ça fait 10 ans qu'elle domine dans tout ce qu'elle fait et qu'elle est partout et juste, elle est revenue sur route et en fait, elle continue de monter et de briller. Ouais, en tout cas, c'est la spécialiste pour se fixer un objectif et l'atteindre. On en connaît quelques-uns chez les hommes qui y arrivent aussi bien et elle, chez les femmes, elle y est très bien parvenue, Max. Ouais, c'est vraiment une collectionneuse, hein. Elle a une feuille de route avec des objectifs et elle les coche un par un. C'est évidemment admirable de par sa polyvalence. Et quand on entend que désormais elle a des courses comme le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège qui sont quand même aussi des courses à préparation très très spécifiques en tête, on se dit, quand on a vu à quel point elle a perdu du poids et qu'elle a changé de profil quasiment entre Paris-Roubaix et le Tour de France, qu'elle est capable de se fixer ce genre d'objectifs et de les réaliser. Donc oui, je pense que voilà, le jour où elle n'aura plus cette envie de réaliser de grands objectifs, elle arrêtera. Et vu qu'elle a parlé de Salange plus ou moins de 2027, les super championnats en France
comme date butoir, on va dire, de fin de carrière. D'ici là, on peut encore imaginer de belles choses, oui. Et c'est aussi la date de la fin de son contrat chez Visma Leasebike, donc tout s'enchaînerait super bien. Oui, et puis on le rappelle, elle a déjà été championne du monde à Ponferrada, c'était en 2014 également, mais effectivement, après avoir gagné les JO à domicile, elle rêve d'être à nouveau championne du monde à domicile. Gagner le round, ça paraît quand même assez possible. Quand on a fait deuxième cette année, c'est pas une ambition démesurée. Ah mais complètement. Quand on voit ici sur sa saison de retour, elle a démarré d'entrée de jeu avec troisième au Stradé, deuxième au Tour des Flandres. D'office, elle est capable de faire une première place l'année prochaine. Elle s'est grimpée, elle s'est passé les pavés. C'est un effort très VTT aussi, le round. Il y a aussi quelques petits efforts explosifs, etc. On a vu, de par son attaque, notamment lors de la dernière étape, qu'elle était la plus explosive, en tout cas en 9e journée comme ça dans le Tour de France. Donc effectivement, c'est les objectifs qu'elle peut se fixer, où elle va rivaliser avec d'autres grandes coureuses, notamment Lotte Kopecky, mais on a l'impression qu'elle va vite faire partie du gratin à partir du moment où elle se fixe évidemment un but bien précis. Oui, on va justement parler de Lotte Kopecky dans le deuxième débat, mais la polyvalence de Pauline Ferrand-Prévot, c'est sa plus grande arme finalement quand on voit la facilité avec laquelle elle passe d'un terrain à l'autre ou d'une discipline à l'autre également. Oui, et justement tu parlais de sa perte de poids, c'est assez fou de voir qu'elle ait pu perdre 4 kilos comme ça depuis Paris-Roubaix, alors que la marge n'est pas énorme pour aller chercher ces 4 kilos. Mais après, comme il y a eu des débats pendant le Tour aussi, il faut faire attention et c'est surveillé, et pas tout le monde peut se permettre de faire ça, c'est assez dangereux aussi. Parce qu'elle pèse moins de 50 kilos. Je ne sais pas si on se rend compte. Quand il a gagné l'étape sous le Mont Ventoux, Valentin Paré-Pinte, tout le monde le regardait en disant mais qu'est-ce qu'il est maigre, etc. C'est évidemment une morphologie féminine et pas une morphologie masculine. Mais Ferrand-Prévot, on est à moins de 50 kilos. Ça veut dire, Nico, que quand elle a monté la Madeleine à 5 watts par kilo, elle était à 250 watts. Je pense que c'est plus ou moins l'effort que tu as fait sur les 8 heures de Spa en route pour le Tour de samedi France, dernier. C'est parti. Non, mais c'est bien la preuve qu'avec ce poids-là et sa capacité pulmonaire de VO2 max, etc., je ne vais pas dire qu'elle a un avantage, mais elle a des atouts énormes. Mais pour revenir un peu à la comparaison, chez les hommes, celle qui lui ressemble le plus, c'est finalement Mathieu Van Der Poel, qui a ce côté plus polyvalent, etc. Et c'est comme si Van Der Poel allait perdre 5 kilos et chassait Pogacar sur le Tour de France. Donc l'exploit réalisé est quand même ahurissant. Évidemment, on rappelle, il ne suffit pas de perdre du poids. Non, il faut les qualités, évidemment. Il faut garder la puissance tout en perdant du poids, et c'est pas si facile. Et évidemment, toutes les autres qualités qu'elle a sur tous les terrains. Un petit mot sur Demi Vollering, qui était quand même l'immense favorite, qui termine deuxième sans gagner d'étape. On a vu à l'arrivée hier qu'elle était assez marquée et assez déçue de son Tour de France. Ouais, elle était émue et vachement déçue. Je comprends, mais d'un autre côté, la chute à la 3e étape l'a pas aidée. On n'était pas sûr qu'elle allait reprendre le départ à la 4e étape. Et elle avait l'air vachement sonnée quand elle a passé la ligne d'arrivée avec ses 2 coéquipières. Je pense que ça l'a marquée, autant physiquement que mentalement, qu'elle a essayé de se remettre dedans. Mais oui, on ne savait rien espérer pour elle. On ne savait pas dire, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté une interview de son directeur sportif qui disait, en fait, elle a poussé quasiment les mêmes données, les mêmes watts que quand elle a gagné le Tour il y a 2 ans. Donc ça veut dire que les autres ont progressé, mais qu'elle, je ne vais pas dire qu'elle a stagné, mais de par cette chute, très certainement, il lui a manqué ces 2-3 petits % de progression en plus qu'elle aurait, j'imagine, dû avoir et qu'elle n'a pas eu, et qui a fait qu'elle est restée dans une espèce de second peloton avec Nieuwadoma, etc., derrière Ferrand-Prévot. Mais c'est bien la preuve aussi que Pauline Ferrand-Prévot est arrivée avec un exploit et avec des données de performance qui sont assez exceptionnelles et qui prouvent que le cyclisme féminin continue de s'améliorer année après année. Oui, et puis Vollering et Nieuwadoma, elles sont sur le podium depuis les 4 dernières éditions, elles ont fait podium à chaque fois. Donc elles se maintiennent au niveau, mais je crois que c'est vraiment Ferrand-Prévot qui est arrivé et qui a surpassé tout, quoi. On rappelle Ferrand-Prévot qui a quand même repris la course sur route au championnat du monde l'année dernière, donc à la fin du mois de septembre. Donc c'est quand même un retour plus que réussi. On passe au second débat. Faut-il s'inquiéter pour Lotte Kopecky ? Lotte Kopecky, à ce stade de la saison, c'est seulement 2 petites victoires pour l'instant en 2025. Elle en était où ? À la même époque de l'année, en 2024, il y avait eu une médaille de bronze olympique, mais combien de victoires ? Je dirais 7. 9 11. Ouais. Donc on est quand même assez loin du compte. Et en plus, que Kopecky avait quand même annoncé des ambitions de classement général sur ce Tour de France, après avoir fait 2e en 2023.
Donc ça paraissait être des ambitions assez légitimes. Finalement, elle était assez loin du compte, Clémence. Oui, assez loin du compte, mais on avait déjà des signes avant-coureurs avec son abandon au Giro et ses problèmes de dos. On avait vu aussi après Liège-Bastogne-Liège qu'elle avait fait part de sa préparation où elle avait eu ses problèmes de genoux. Elle avait dit dès le départ, avant le Tour de France, je ne jouerai pas le classement général, donc on le savait, on s'y attendait. Faut-il s'inquiéter? Elle sort de 2 saisons exceptionnelles, 2023-2024, elle est championne du monde les 2 fois. Elle est montée en puissance l'année dernière, elle a fait une saison de fou, c'était la meilleure saison de sa carrière. Je pense qu'à un moment, elle ne peut pas rester là-haut non plus. Enfin, tout ce qu'elle a fait, c'était incroyable. Donc, à mon avis, elle encaisse un peu cette année et elle en parle aussi que mentalement, évidemment, c'est aussi dur. Et on a de plus en plus d'athlètes. En fait, on voit que Pogacar aussi, il a du mal mentalement. Evenepoel en a parlé. Dans des autres sports, il y a aussi des athlètes qui en parlent. Je pense juste que là, c'est un peu la saison de transition. Il faut qu'elle redescende un peu et puis on verra ce qu'elle nous donnera après. Oui, c'est ce qu'on avait commencé à dire sur Ferrand-Prévot avec les 4 kilos perdus, le changement d'aptitude. Lotte, elle a tenté ça cette année et elle semblait assez déçue du résultat. Elle dit « je comprends pas, tous mes efforts n'ont servi à rien » et ça, c'est frustrant évidemment. Oui, tout le monde n'a pas la même résistance à la perte de poids, à l'altitude. C'est vrai que quand on a fait 2e en 2023, pour le Kopecky, on peut se dire tiens, j'ai forcément une chance de jouer mieux, c'est-à-dire la première place. Elle l'a tenté, ça ne veut pas dire qu'elle ne le tentera plus jamais, même si je pense qu'elle a quand même pris un sacré coup, je ne vais pas dire sur la tête, mais peut-être, elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas non plus vers ça qu'elle devait se diriger, parce qu'à partir du moment où l'objectif du Tour de France, il est un petit peu loupé, c'est toute la saison qui en pâtit, alors qu'on sait que c'est quand même une excellente coureuse de course d'un jour, et de manière plus générale, je pense que c'est tout simplement pas une coureuse de tour ou de grand tour. Je ne sais pas si on dit grand tour pour les filles parce que c'est 9 jours. En tout cas, c'était le plus long ici avec le Tour de France Femmes avec Zwift. Et donc oui, je ne suis pas sûr que ce soit le genre de profil dans lequel elle soit tout simplement destinée à être. Je pense que comme une Lorena Wiebes, qui est vraiment une sprinteuse, Lotte Kopecky est une puncheuse, coureuse d'un jour et sans doute, peut-être, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être plus dans quelques années, mais on lui souhaite de l'être toujours, la meilleure puncheuse du monde. Ça, c'est toujours elle. Clémence, on peut penser que Lotte aurait pu réussir cette transition il y a quelques années et que là, avec le niveau qui grimpe vraiment, les grimpeuses qui sont de mieux en mieux préparées, c'est plus dur peut-être d'aller les chercher comme elle a pu aller les titiller en 2023 ? C'est compliqué à dire. Je pense que non, elle était à son prime dans les courses d'un jour les autres années et qu'elle s'est concentrée à fond là-dessus. Et si elle n'avait pas gagné toutes ces courses avant, elle se serait jamais dit « Ok, je fais les sacrifices pour tourner ». Donc je pense que non, c'est la suite logique des choses. Et que là, vu qu'elle a gagné sur toutes les grandes classiques, elle est championne du monde, elle s'est dit c'est le moment de faire la transition. Donc elle ne l'aurait pas fait avant, à mon avis. Ouais. On a un championnat du monde qui sera bien difficile aussi cette année. Elle est quand même double tenante du titre. Ça va être difficile pour elle peut-être d'aller sauver sa saison avec ce championnat du monde. Sauver sa saison, toute proportion gardée, elle a quand même gagné le round. Oui. C'est quand même pas rien, mais c'est sûr que c'est une moins bonne saison qu'en 2023 et 2024. Oui, je pense qu'elle gardera quand même cette belle photo d'elle qui gagne le round avec le maillot de championne du monde. Et on se souvient à quel point ça avait été important pour elle d'avoir ce cadre, je vais dire, dans le salon. Mais effectivement, là, on ne la citera pas parmi les favorites, mais plutôt parmi les outsiders dans un schéma de course très spécifique pour ce mondial. Oui, Max parlait de meilleure puncheuse du monde. Il y en a une qui frappe à la porte pour ce titre-là, c'est Kim Lecourse, qui était quand même une des révélations de ce Tour de France. Exactement, ouais, elle a fait un super gros tour avec un maillot jaune. La première africaine à gagner le maillot jaune. Aline Maurice, c'était la fête tout le temps. Elle a ému le monde entier. Et je pense que depuis Liège-Bastogne-Liège, les gens s'intéressent de plus en plus à elle, où elle avait déjà fait aussi un grand numéro devant Vollering, justement, et toutes les autres meilleures coureuses. Ouais, c'est vraiment une des meilleures puncheuses du monde et on peut s'attendre encore à des grandes choses plus tard avec elle. Favorite du championnat du monde à Kigali ? J'ai l'impression, c'est marrant parce qu'après Liège-Bastogne-Liège, tout le monde lui parlait un peu de ce côté, oui, ton maillot de champion de Maurice, il ressemble fort à celui de Lotte Kopecky, et elle le prenait très mal, elle disait, si vous n'avez que ça à me dire, c'est que vous n'avez pas vu grand-chose de la course. Et effectivement, on comprend que plusieurs mois après, c'est effectivement plus la coureuse que l'image qu'elle peut renvoyer qui est très intéressante. Et dans les bosses courtes et explosives, c'est vrai qu'elle a quand même la patte assez légère, on va dire.
D'autres révélations de ce tour que vous retenez? Il y a eu les 2 victoires d'étape de Maëva Skiban, côté français aussi. Ça fait 4 victoires pour la France, qui a réussi un bien meilleur tour féminin que masculin. Ouais, un très bon tour avec 4 victoires d'étape et 4 françaises dans le top 10. Oui, les deux solos de Maëva Skiban ont été géniaux et ça fait plaisir aussi de voir autant chez les hommes que chez les filles, des filles qui osent, qui sortent du peloton et puis qui nous font des solos et puis qui viennent gagner alors qu'elles s'y attendaient pas. Donc elles, on retient beaucoup aussi. Et puis Sarah Gigante qui a fait quand même un très bon Tour de France aussi, je trouve. Oui, qui aurait sans aucun doute terminé sur le podium avec des qualités de descente. Oui, si elle savait mieux descendre, ça aurait été un peu plus facile. On en a une autre qui a quand même cartonné, c'est Lorena Wiebes qui sauve du coup le Tour de France avec Kopecky quand même comme lanceuse régulièrement. Donc quand Van Aert fait ça pour son sprinter chez Visma, on dit regardez le travail qu'a fait Van Aert. Avec Kopecky, j'ai l'impression qu'on le souligne un peu moins, même si Lorena Wiebes, on a l'impression qu'elle a une patte au-dessus de tout le monde et qu'elle a finalement peut-être pas besoin d'un lead-out pour gagner, mais bon, elle était quand même présente. Kopecky, elle a parfois bouché des trous aussi pour sa leaduse. Je retiendrai aussi Anna van der Breggen, son attaque dimanche, le panache. Voilà, elle savait qu'elle ne gagnerait pas le Tour, peut-être l'étape, elle a essayé. Si ça se regardait derrière, ça pouvait peut-être à aller plus loin, mais voilà, j'aime bien le panache des champions, un peu à l'image chez les hommes de ce que Roglic a fait, même si tactiquement c'était pas le meilleur coup qu'il ait fait. Voilà, j'aime bien ces champions qui se découvrent tôt, qui tentent des choses et qui, quand on allume la télé à 120 km de l'arrivée, on a déjà du spectacle, donc rien que pour ça, merci. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs ce dimanche pour animer un peu une étape un peu décevante. La veille, ça avait été par contre un feu d'artifice qui avait tenu toutes ses promesses. On peut passer au 3e débat. Giulio Ciccone peut-il être le facteur X de la Vuelta? On passe aux hommes et forcément à la Classica San Sebastian qui a quand même attiré toute notre attention ce samedi. Sur 12 victoires professionnelles, combien de Giulio Ciccone en a-t-il remporté après le mois de juillet? 5. Je sais pas, on va dire 2. C'est 2 exactement. C'est bien joué. La Classica San Sebastian ce dimanche, forcément un 2 août. Et une étape du Tour de l'Utah 2017. Tout ça pour dire que ce n'est a priori pas un homme de fin de saison. Là, les circonstances font que après son abandon au Giro, il va forcément tout miser sur la Vuelta. Après quand même avoir déjà gagné la Classica San Sebastian. Est-ce qu'il peut être le facteur X, Max, de cette Vuelta? C'est dur à dire parce que moi je le considère pas vraiment comme un coureur de classement général. Et avant le Giro, justement, j'avais fait une petite interview avec Maxime Montfort sur Pedersen et Ciccone, et je pense que lui était aussi dans cette optique-là de se dire on va aller le plus loin possible avec Chico, comme il l'appelle, mais qu'il y a toujours ce doute de est-ce qu'il peut tenir 3 semaines et être un leader fiable sur 3 semaines, parce que c'est un coureur qui est capable de fulgurance, mais qui est aussi capable de journées plus compliquées, et surtout d'aller chercher d'autres objectifs. C'est un gars, il va perdre 3, 4, 5 minutes, et il va se concentrer, comme il a déjà fait, sur un maillot à poids, sur des victoires d'étape, etc. C'est pas un gars qui va être là, essayer de sauver les meubles, comme on peut en voir d'autres. Donc voilà, c'est un petit peu tout ou rien, mais c'est vrai que le numéro qu'il a fait ici à la Classica, avec notamment... il a fait péter Del Toro, pour le dire clairement, qui est quand même le gars en forme du moment depuis qu'il est revenu à la compétition. Il fait que gagner, à part cette course-là, et aussi une course où il a laissé à son équipier Arrieta la semaine avant San Sebastian. Donc voilà, Ciccone, pour moi, ça reste un super coureur de course d'un jour, et pas encore de grand tour, mais peut-être qu'il me fera démentir sur la Vuelta. Ouais, Clémence Ciccone, on se souvient de son abandon au Giro. On l'imagine sur son lit d'hôpital en train de regarder Simon Yates, Del Toro se tirer dans les pattes. Il s'est peut-être dit il y avait peut-être une place à prendre sur le podium quand même. Et de cette frustration doit découler beaucoup de motivation pour cette fin de saison. Exactement, je crois qu'il va venir avec plein de motivation ici sur la Vuelta. Après, je suis plutôt d'accord avec Max pour dire que coureur de classement général, je suis pas certaine, entre guillemets, à la Vuelta, mais par contre, pour animer les étapes, ça c'est certain qui va tout casser. C'est un peu le style Carapaz, il peut en gagner un, mais on sait qu'il sera plus à l'aise dans un rôle de dynamiteur. Ouais, on ne fait pas confiance à 100%, mais on espère en tout cas voir qu'il va animer cette Vuelta. Ouais, à 30 ans, en tout cas, on a l'impression qu'il franchit encore un cap. Il y a cette victoire à la Classica San Sebastian, 2e de Liège-Bastogne-Liège. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a Tadej Pogacar qui a attiré beaucoup de regards ce jour-là. 3e de la Lombardie aussi en fin de saison passée. Donc ça devient un vrai homme de classique en tout cas. Ouais, coureur d'équipe aussi. Je me souviens qu'au début du Giro, il a vraiment beaucoup bossé pour Mats Pedersen et forcément, ça aide à se faire renvoyer l'ascenseur par la suite. Et dans ce collectif Lidl Trek, il y a quelque chose qui me marque vraiment depuis le début de la saison, c'est qu'ils ont l'air d'avoir une ambiance de dingue.
dingue dans leur équipe. Quand il y a une victoire, on fait un FaceTime avec les autres gars qui sont en stage à l'autre bout de l'Europe. Et donc j'ai l'impression que cette culture collective amène de la positivité et leur permet d'aller chercher les petits pourcents en plus qui font la différence. Et Pedersen sera avec lui à la Vuelta, donc aussi. il pourra lui rendre aussi cette fois-ci. Oui, donc on va encore voir ce duo sans doute s'entraider sur une étape ou l'autre. D'autres choses à retenir de cette Classica, Max a déjà parlé de Kyan Uijtebroeks, de Maxime Van Gils, on a quand même vu un Jan Christen monstrueux qui aurait peut-être gagné la course avec une meilleure stratégie d'équipe. Oui, c'est toujours un peu le problème avec UAE. On ne sait jamais vraiment sur quel cheval miser. Et finalement, on se marche un petit peu dessus. Mais tous les directeurs sportifs vous diront qu'ils préfèrent avoir 2 coureurs de ce niveau-là, en parlant de Christel et Del Toro, plutôt que d'avoir un gars un petit peu moins bien. Mais on sait que la Vuelta arrive et que Ayuso, par exemple, et Almeida seront co-leaders. Voilà, préparez les pop-corn. Oui, ça risque de donner quelques scènes cocasses. On l'a vu quand même à la Classica, Clémence, c'est Del Toro qui se retrouve dans le bon coup avec Ciccone, c'est Christen qui se retrouve à devoir boucher le trou, il le fait de façon très impressionnante, mais plus vraiment le jus pour suivre Ciccone dans le dernier mur. Ouais, non, il y avait plus le jus, mais et puis de toute façon, Ciccone était juste plus fort, donc juste, c'était comme ça, Ciccone devait gagner et il l'a fait. La classe, battre 2 coureurs UAE Emirates à la pédale, quand on sait à quel point cette équipe domine la saison et le cyclisme mondial de manière générale. Je pense que c'est un peu comme quand Van Aert lâche Pogacar. Je pense que pour Ciccone, c'est des plus belles victoires en termes de symbolique, de par la concurrence qu'il a battue. Sans pouvoir jeter les lunettes, parce qu'on l'a dit, son équipe a répondu à un tweet. J'ai vu la dernière fois qu'il l'a fait, il a pris une amende, donc il arrête la célébration du jet de lunettes. Dommage. Un petit pic à l'UCI également. On passe au pronostic. On va parler du Tour de Pologne, peut-être pas la course la plus excitante de l'année à pronostiquer, mais ça reste du World Tour. Clémence, tu vois qui remporter ce Tour de Pologne ? Moi, j'ai envie de dire Brandon McNulty. Je sais pas, je trouve que le parcours lui convient vraiment bien, avec le contre-la-montre en dernière étape aussi. Donc, moi, j'y crois pour lui. Ouais, 4 étapes un peu punchy et un contre-la-montre de 12 km qui sera déterminant. Max, qui vois-tu gagner ? Je l'ai trouvé assez bien sur le Tour de Wallonie et je l'avais trouvé encore mieux sur le Giro, donc je vais dire Matthias Vacek. C'est quand même une grosse cote parce que c'est pas forcément un gars qu'on attend pour une course d'une semaine comme le Tour de Pologne, mais c'est un coureur que je trouve vraiment phénoménal. Il pue la force, comme on dit dans le jargon, et avec ce chrono final, s'il est pas trop loin, je pense qu'il peut éventuellement refaire son retard. Ouais, la dernière étape du Tour de Wallonie était un peu brouillonne, on n'a pas trop compris où il s'est perdu là dans la poursuite de l'échappée, mais en tout cas la veille il semblait de loin être le plus fort. Ouais, il a ce côté un petit peu rouleur, à la fois très bon grimpeur, il sait être équipier. On a l'impression que si on le met dans un rôle de leader, il peut faire le boulot aussi. Donc, on parlait des coureurs polyvalents avec Ferrand Prévot, on a fait le parallèle avec Van Der Poel. Je pense que Vacek, il s'inscrit aussi dans cette caste des coureurs qui peuvent finalement être intéressants sur tous les terrains. Ouais. Bon, allez, je vais ajouter un nom différent, Jan Christen. C'est un des favoris logiques après ce qu'il a montré ce samedi. Un tout petit mot pour conclure, parce qu'on a encore un peu de temps sur la Vuelta Burgos qui va commencer. Je sais que tu as fait un papier sur Mikel Landa qui revient à la compétition, lui aussi après son abandon du Giro. Oui, c'est le grand retour. On a parlé d'Uijtebroeks qui a eu une saison compliquée. Je pense que Landa, on peut le mettre dans la même catégorie, même si sur ses courses d'une semaine au début de saison, il avait été plutôt prometteur. Cette chute dans la première étape du Giro, forcément, fracture de la 11e vertèbre, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas à un cycliste. 3 mois pour s'en remettre, pas de Tour de France. On sait qu'il a quand même beaucoup manqué à Remco Evenepoel, ne serait-ce qu'au niveau humain et de son partage d'expérience. Il revient avec l'objectif de retrouver d'abord du rythme, du plaisir, faire en sorte que tout aille bien médicalement, je vais dire, et puis de préparer la Vuelta, où on sait que c'est toujours un coureur intéressant. Il avait été 8e l'an passé, mais il sortait d'un Tour de France très énergivore. Ici, il arrive avec les circonstances, avec un peu plus de fraîcheur. Donc oui, pourquoi pas le voir. On sait qu'il aura quand même une belle équipe autour de lui. On sait que Louis Vervaeke, par exemple, a loupé le Tour de France et va aller sur le Giro. C'est un équipier fidèle. Valentin Paré-Peintre est aussi annoncé sur la Vuelta. J'ai dit Giro, pardon, c'était évidemment la Vuelta. Ça fait déjà 2 leaders, deux équipiers sérieux et qui vont faire du bien à Landa. Et voilà, je pense qu'on peut espérer de lui une belle
j'ai envie de dire fin de saison, mais pour lui, c'est presque le début de la saison. Ouais, et puis Clémence, pour le mot de la fin, Landa qui s'apprête aussi à être l'unique leader la saison prochaine en montagne du Wolfpack. Oui, parce que Remco va aller chez Bora, donc oui, ce sera lui le leader et peut-être que ce sera une bonne préparation justement pour la saison prochaine, histoire de mettre les choses en place, même si on sait que Soudal se redirige vers une équipe de classique, ils auront quand même Mikel Landa pour être leader en montagne pour les grands tours. Donc oui, c'est une bonne préparation pour l'année prochaine, on va dire. Petite anecdote sur lui, c'est qu'en début de saison, il disait qu'il voulait essayer avant la fin de sa carrière de faire les 3 grands tours en une saison. Donc, je ne suis pas sûr que le management de Soudal Quick-Step va lui laisser faire à partir du moment où il est finalement le seul coureur capable d'être leader sur les grands tours. Mais on sait qu'il a 35 ans, donc les années commencent à passer. Et après sa chute ici, je disais certains qui parlaient presque de fin de carrière. Il sait qu'il est plus évidemment à la fin qu'au début, mais s'il peut réaliser cet exploit de participer aux 3 grands tours sur une année, je pense que ce sera peut-être sur sa dernière année, parce que le dernier qu'il a fait, si j'ai bonne mémoire, c'est Sepp Kuss. Et on a vu qu'il avait mis un an et demi à s'en remettre. Donc je pense que là, s'il a une retraite pour s'en remettre, Landa, ce sera bien. C'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Peloton. Radio Peloton.